contexte. On appartient à l'IAC, on vient d'adhérer à l'IAC, on appartient au COMESA, pardon, nous sommes membres de la zone de libre-échange continentale africaine, nous sommes membres de la CAC, etc. Mais la question, qu'est-ce que la RDC, la question récurrente d'ailleurs, qu'est-ce que la République démocratique du Congo gagnerait en adhérant à toutes ces communautés économiques régionales? Ce sont les questions qui nous ont toujours été posées. Mais oui, nous avons à gagner, mais si nous n'avons pas une économie compétitive, nous n'avons pas un pays attractif aux investissements, les gains vont être très réduits par rapport à d'autres pays qui, eux, se positionnent à ce niveau-là. Sur le plan interne, il faut relancer l'économie avec les effets néfastes de la Covid-19, avec l'impact de la guerre russo-ukrainienne. Chaque pays doit développer des mécanismes qui lui permettent de pouvoir avoir une économie qui s'adapte à cette réalité et qui permettent à ses citoyens d'être en sécurité. Deux politiques se mettent en mouvement. La politique de la relance par l'offre, c'est-à-dire par la production. Comment faire en sorte que notre politique économique soit axée sur la relance de l'économie par l'offre? La fiscalité, la parafiscalité. Ici, j'aborde les sujets en rapport avec la parafiscalité. Si le poids fiscal est très écrasant, il n'y a pas d'investissement dans les secteurs productifs, structurels. Il n'y a pas d'investissement dans ces secteurs, il n'y a pas de production donc, il n'y a pas de biens suffisamment diversifiés sur le marché. Il est clair donc que ceux qui vont être les plus grands perdants sont les producteurs. C'est la simple loi de l'offre et de la demande. Moins il y a de l'offre sur le marché, face à une demande importante, les prix sont élevés. C'est clair et net. Et donc, ces mesures que le gouvernement vient de prendre, en supprimant 14 prélèvements fiscaux, permettent de pouvoir améliorer la stratégie de la relance économique par l'offre, par la production. Parce que le coût de production va baisser. Exemple simple. Si un opérateur économique veut s'installer dans l'agro-industrie et qui doit importer le matériel, les équipements conséquents, s'il payait en plus des droits de douane 10% d'autres taxes, d'autres frais, aujourd'hui avec ces mesures, ces 10% ont disparu. Ça veut dire que le coût de son investissement va baisser, il sera motivé à investir davantage, c'est-à-dire à accroître son investissement en quantité et en valeur, et au finish, c'est l'économie congolaise qui va en profiter, et au bout du rouleau, c'est tous les consommateurs, puisque le coût de production a baissé. Et donc, par conséquent, le prix de revient va proportionnellement baisser, et donc le prix de vente, le consommateur va se retrouver aussi avec un bénéfice par rapport à la situation initiale. Et donc, voilà pourquoi ces mesures nous semblent être importantes du point de vue de la relance de l'économie par l'offre. Du point de vue de la relance de l'économie par la demande, c'est-à-dire que la redistribution du revenu à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Lorsque j'importe une voiture qui me coûte 50 000 $, auprès du même industriel en Allemagne par exemple, mon frère du Congo-Brazzaville achète la même voiture à 50 000 $ auprès du même industriel. Celui de l'Angola, il achète la même voiture auprès du même industriel. Par ailleurs, la différence entre les prix à Brazzaville, à Luanda, à Kinshasa est due principalement au fait des charges, taxes, impôts, taux de douane, etc., droits de douane, pardon, etc. Et si, au niveau du Congo-Brazzaville de l'Angola, ils ont un impôt incitatif, disons mieux une fiscalité incitative, la voiture prise auprès du même concessionnaire en Allemagne coûtera moins cher. Au Congo-Brazzaville, elle coûtera moins cher. En Angola et plus cher en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec la suppression de ces 14 prélèvements, la situation devrait positivement s'améliorer pour que nous mettions au niveau le plus compétitif possible et rassurer
nos consommateurs. Donc, il y a un revenu qui était prélevé sur les citoyens, donc les consommateurs, qui ne sera plus prélevé, ce qui va améliorer le pouvoir d'achat du consommateur. Donc voilà plus ou moins la manière dont je voulais introduire la question, sans oublier les aspects relatifs que j'ai indiqués tout à l'heure, de notre appartenance, par exemple, à la zone de libre-échange continentale africaine. Là-dessus, nous avons, en tant que pays africain, nous sommes mis d'accord sur les préférences commerciales. Ça dit que la levée des obstacles non tarifaires, la levée des obstacles tarifaires, si tous les pays africains se donnent des préférences mutuelles et que la République démocratique du Congo ne parvient pas à arrimer ses politiques dans ces domaines par rapport à d'autres pays, c'est nous qui sommes les plus gros perdants, aussi bien sur le plan de l'activité productive que sur le plan de la consommation intérieure. Voilà, Igoro, Monsieur le ministre, comment je voulais introduire le sujet. Voilà, merci Monsieur le ministre de vos mots introductifs. À présent, nous allons nous tourner du côté de professionnels de médias pour recueillir les questions. Le principe, c'est questions directes, réponses directes, pour nous permettre d'avancer, d'être sûr que nous avons et donné les réponses appropriées. Nous allons commencer par Israël Moutala. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Ma question au ministre du Commerce extérieur se base sur la question de l'attractivité de notre économie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire qu'il sera plus facile d'exporter et d'importer en RDC comparativement à tous les pays de la sous-région? Parce que vous avez dit ici que vous avez supprimé 14 taxes et vous avez allégé le taux de 20 prélèvements. Et vous avez maintenu 33 prélèvements. Alors, selon des études, il y a dans d'autres pays qui sont limitrophes, ils n'ont pas 33 prélèvements à l'export et à l'import. On estime que nous avons toujours beaucoup de prélèvements à l'import et à l'export. Et enfin, une question sur le taux. On estime que les taux ne sont pas sur le taux. Est-ce que ce sont des taux importants, de 50%, de 30%, de 20%? Voilà, quelle est la moyenne de taux d'allègement? Et enfin, juste par rapport aux impacts, quels sont vraiment les impacts sur le consommateur final, les impacts sur les opérateurs économiques, l'impact sur le budget de l'État? Ça va coûter combien le budget de l'État? Parce que vous supprimez certaines taxes, vous allégez certains taux de certains prélèvements, ça veut dire que l'État va perdre de l'argent. Est-ce que vous avez balancé entre l'argent que l'État va perdre et le gain social, le gain économique? Bref, d'une manière générale, serons-nous vraiment compétitifs? Voilà à peu près... j'ai plusieurs questions, mais je me limite là pour ne pas monopoliser la parole. Allez-y, vous pouvez répondre. Oui, merci pour la série de questions. Je commencerai par la dernière préoccupation. Le choix à faire dans un pays qui veut se développer économiquement, entre une politique qui vise la maximisation des recettes à tout vent et à tout prix, et la politique qui vise l'élargissement de la base économique à travers une fiscalité incitative. Moi, j'ai choisi la politique qui consiste à élargir la base économique à travers une fiscalité incitative. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une fiscalité incitative, j'ai indiqué tout à l'heure, le pays devient la destination d'investissement. Les citoyens du pays préfèrent investir dans leur propre pays plutôt que d'exporter les capitaux à l'extérieur. Et donc, il est clair que dans cette politique qui consiste à dire nous voulons élargir la base économique, il faut réduire les coûts de production à l'intérieur et de plus en plus, nous avons des investissements, de mieux en mieux, nous avons la production mais dans les secteurs diversifiés. Au bout du rouleau, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on aura plusieurs activités économiques, plusieurs activités de production sur lesquelles on peut prélever des petits revenus, mais la théorie des économies d'échelle fait que lorsqu'on prélève un peu de revenus, mais à plusieurs millions de citoyens, on a plus d'argent que lorsqu'on prélève trop de revenus sur une petite catégorie de citoyens. Et donc la deuxième
préoccupation est celle-là donc. Est-ce qu'il faut écraser le pays qui existe ou il faut leur donner la possibilité d'investir davantage? Parce que le risque avec un pays où les impôts sont le poids de l'impôt est très lourd, c'est qu'on inhibe l'activité productive. Et puis on rentre dans les activités spéculatives, import-export, et puis ça s'arrête là. Et il n'y a pas de développement économique. Parce que derrière la croissance économique, qui se situe derrière la production, il y a les emplois. Il y a la multiplication des biens et services. Mais il y a l'avenir de la population qui était garanti. Donc voilà pourquoi j'ai dit, le choix que le gouvernement a fait est celui de pouvoir axer sa politique sur l'élargissement de la base économique parce qu'il vise l'attrait des investissements qui vont permettre d'accroître la production intérieure. Maintenant, vous avez posé la question de savoir, mais bon, il sera facile d'importer, d'exporter maintenant par rapport aux pays voisins, oui ou non? La question n'est pas celle-là. La question est de dire, puisque avec un poids fiscal réduit, on peut produire davantage. Il y a l'offre intérieure qui va s'améliorer. Les citoyens vont obtenir ce dont ils ont besoin dans leur propre pays. La facture des importations va diminuer, par conséquent, y compris la facture des intrants va diminuer. Et donc, le bénéfice est là et il est clair, n'est-ce pas? Et sur le plan, les biens que nous ne pouvons pas produire, parce qu'on n'a pas la capacité de les produire à l'intérieur, lorsque nous allons les importer, ils vont coûter désormais moins cher que sa situation avant de ces taxes. En ce qui concerne le taux, quid du taux? Non, là-dessus, par rapport aux taxes, enfin, aux prélèvements qui doivent être rabattus, je me suis adressé à mes collègues ministres, mais aussi aux structures spécifiques concernées par ces prélèvements dits arbitraires ou illégaux, que dès ce jeudi, la réunion va se tenir parce que le gouvernement nous a assigné, le ministre des Finances, le ministre d'État, le ministre du Budget, le ministre du Commerce, la responsabilité, avec les ministères sectoriels, de travailler sur le choix que nous devons faire, qui soit pertinent, sur les... Mais ceci se fera aussi en comparaison avec les pays avec lesquels on a des relations économiques assez fortes, les pays avec lesquels on commerce le plus. Puisque nous visons la compétitivité, nous irons dans la direction de l'harmonisation des taux, dans l'harmonisation de notre façon de faire. Parce on fait face aux mêmes préférences, on fait face aux mêmes contraintes du marché extérieur. Mais il faut éviter, et je l'ai dit, je vais le répéter toujours, nous devons devenir compétitifs et notre fiscalité doit nous permettre de l'être aussi. Au moment où nous sommes en train de parler, le ministère des Finances est en train de travailler sur la réforme fiscale. Donc ici, c'est un pas, mais pas le moindre, par rapport à ce que nous sommes tous en train de chercher, c'est-à-dire une fiscalité alléchante qui n'écrase personne. L'impact, ou les impacts. L'impact sur les consommateurs, j'ai indiqué tout à l'heure, tel qu'on est tous là, on est habillés, importés, tout ça. Mais chacun a payé sur ce qu'il a importé à travers les opérateurs économiques 2,25% de la valeur CIF de ces produits importés. Demain, cette redevance va disparaître. Chacun va gagner les 2,25% qui ne seront plus payés. C'est du concret, ça ne se discute pas. Mais maintenant, comme on est dans... nous, on prend les décisions au niveau macroéconomique, elles vont être impactées au niveau microéconomique. Parfois, les liens n'est pas toujours facile à établir, mais la réalité est celle-là. En ce qui concerne l'impact sur les exportations aussi, impact sur les exportations. Mais puisque certaines taxes étaient imposées, certains prélèvements étaient imposés sur les exportateurs ou les exportations, nous allons réduire, sinon éradiquer la fraude qui était justifiée, fraude à l'exportation, qui était justifiée par le fait que les opérateurs économiques, ils fouillent notre système, ils préfèrent négocier avec un préposé au niveau de la frontière, ils passent la marchandise et il va dans un pays X, il vend ses produits dans les conditions fiscales les plus réduites et ce pays devient le premier producteur des produits que le Congo est en train de sortir de son sol. Voilà.
Donc, sur le plan des exportations, c'est important. Deuxième impact sur le plan des exportations, c'est que lorsque nous exportons, nous faisons face tous au même marché presque. C'est les marchés chinois, c'est les marchés européens, c'est les marchés américains, bref, les marchés asiatiques, mais aussi les marchés africains. Mais si nous produisons tous les cafés, admettons que nous ayons les mêmes conditions de production, mais nous avons des taxes différentes. À l'import, disons mieux, secteur du café, à l'export. Ce qui fait que les prix du café que l'opérateur économique congolais vendra sur le marché de Londres, comparativement à celui de la Zambie et à celui de l'Ouganda, le nôtre sera plus élevé. Ce qui fait que les marges bénéficiaires sont réduites pour notre producteur congolais que celui du pays voisin, et en valeur. Et puis en définitive, la production intérieure a baissé. La contribution sur les produits intérieurs bruts a baissé. Les prélèvements fiscaux sur cette filière-là ont baissé. Et c'est le pays qui en sort le plus grand perdant. Conséquence, impact sur le budget de l'État. Non. Les prélèvements que le gouvernement a décidé de supprimer sont des prélèvements que j'ai appelés ex nihilo, qui n'impactent pas dans le budget de l'État parce que c'est des prélèvements dont le montant ne rentre pas dans la caisse du trésor public. Ce sont des prélèvements qui sont le fait des structures spécifiques, le fait des ministères qui sont gérés et consommés au niveau de ces ministères ou au niveau de ces structures. Donc aucun impact sur le budget de l'État. Alors c'est le choix que j'ai indiqué tout à l'heure entre une économie qui se développe grâce à la réduction du poids fiscal et celle qui se rétrécit à cause du poids fiscal. Le choix pour les Congolais et l'avenir du pays est très clair. C'est une économie avec une fiscalité incitative, compétitive, qui permet finalement d'accroître les activités dans le pays. Voilà. Prochaine question, Jordan Mayenikini de Desk Echo. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur le ministre, ma première question concerne la douane congolaise qui est jusqu'à ces jours taxée comme étant l'une des douanes la plus chère de la sous-région. Alors, ce qui occasionne d'ailleurs la fraude. Par exemple, il y a des commerçants qui importent en Angola et qui font entrer les marchandises clandestinement en RDC afin d'échapper à la douane. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que la suppression de ces 14 prélèvements fiscaux va-t-elle rendre la douane de la RDC moins chère par rapport à d'autres pays de la sous-région? Là, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est en rapport avec les conseils des ministres du vendredi 11 juin 2021. Nous sommes en 2021, monsieur le ministre. La RDC ou encore les gouvernements avaient fait les constats selon lesquels les pays exportent 95% des produits primaires et moins de 5% des produits manufacturés, alors que ces principales importations comprennent au moins 70% des produits manufacturés et 25% des produits de première nécessité. Alors, le gouvernement avait adopté 11 mesures pour réduire la dépendance aux importations. Questionnement, monsieur le ministre, où en sommes-nous avec ces 11 mesures prises en 2021? Peut-on connaître l'impact de ces mesures sur terrain? Merci. Merci. Merci beaucoup. Où en sommes-nous avec les 11 mesures? Il y avait une panoplie de mesures, certes. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, par exemple, que vous avez le plan d'industrialisation, n'est-ce pas, qui a été décidé quelques temps plus tard. Le plan directeur d'industrialisation, c'est donner au pays la capacité d'accroître sa production, mais aussi d'améliorer sa productivité. Vous avez suivi, il y a peu, qu'au niveau des PME, il y a quelques mois, 100 millions de dollars qui ont été distribués aux petites et moyennes entreprises. Et je pense même qu'on en est arrivé à 300 millions de dollars d'après les derniers financements qui devaient être mis à la disposition des opérateurs économiques petites et moyennes entreprises. Et je crois que vous avez suivi ça aussi. Mais c'est ça justement, la mise en œuvre de certaines de ces mesures. Et donc aujourd'hui, ces mesures gouvernementales ont été suivies. Et c'est vrai que pas à 100%,
Parce qu'il faut un temps aussi, il y a un temps de prise de décision, il y a un temps de mise en œuvre des décisions économiques, surtout lorsqu'il s'agit des investissements. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avons signé avec des partenaires pour la construction de centres expo, pour la construction de ceci, pour la construction de cela. Le gouvernement travaille. Le programme de construction des routes. Vous savez quel est le rôle des routes dans le développement économique d'un pays. Vous n'avez pas de routes, vous n'avez pas d'économie. Donc aujourd'hui, le gouvernement a construit autant de routes. Et les choses, de ce point de vue-là, avancent plutôt très bien. Donc les mesures gouvernementales ont été suivies. Vous êtes aussi au courant du dossier que nous sommes en train de suivre, tous les gouvernements, mais le ministère de l'Industrie en particulier, sur les lithium. Vous savez aussi qu'il y a 2 semaines, je pense, le ministre de l'Industrie a inauguré plus ou moins deux usines, 2 industries, aussi bien dans le sud-est qu'à Kinshasa. Donc le travail s'est fait au niveau gouvernemental, mais je pense qu'il y a un problème plutôt d'information. OK. Maintenant, je reviens sur la question que vous avez soulevée sur la douane. On dit que notre douane est la plus chère. Non, notre douane se trouve dans les limites autorisées par l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC en sigle. Mais ce sont les prélèvements illégaux. Ce sont des prélèvements arbitraires. Ce sont les tracasseries, parfois administratives, tout à fait, qui font que lorsque l'importateur fait la somme de tout ce qu'il a dépensé, ben, il estime qu'il a dépensé un peu plus que celui qui a importé de l'autre côté. L'importateur ne fait pas la différence entre le droit des douanes et ce type de prélèvement arbitraire. Ils mettent tout cela dans le cadre de la douane. Et ils vous disent, la douane congolaise coûte très cher. Il est évident, et j'ai indiqué tout à l'heure, que les prélèvements arbitraires et autres ont un poids très élevé sur l'activité économique. Mais au niveau autorisé par tous les systèmes douaniers, je parle de l'Afrique, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la perspective est davantage la meilleure. D'ici là, avec l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, il y a des préférences douanières. Vous avez acheté des produits d'origine africaine, vous payerez moins cher au niveau de la douane. Aujourd'hui, nous avons adhéré à l'East Africa Community. Il y a des préférences tarifaires à ce niveau-là. Il y a la levée des obstacles non tarifaires aussi. Ce qui fait que d'ici là aussi, lorsque nous commerçons avec la Tanzanie, avec le Kenya, vous allez voir que les produits d'origine de ces pays, comme nos produits d'origine vers ces pays-là, vont avoir des droits de douane totalement insignifiants. Voilà. Je crois que j'ai répondu à la question. Un petit commentaire sur le sujet. C'est d'ailleurs l'une des préoccupations que nous avions abordées à la dernière réunion sur le climat des affaires avec le président de la République. Les tracasseries à l'aéroport, il existe une décision qui impose que ce soit 4 services qui y travaillent, mais il y a toujours des services qui ne devraient pas être là, qui veulent apparaître. Alors, au terme de cette réunion, il y a une série des tâches qui ont été confiées au ministre réformateur, justement, pour s'assurer de l'application de certaines mesures. Parce que certaines mesures souffrent justement du fait qu'on n'assure pas toujours les suivis ou que sur le terrain, les choses ne sont pas toujours faites comme on aurait voulu qu'elles se fassent. C'est pour ça que dans le cadre justement de ces comités de suivi des mesures liées à l'assainissement du climat des affaires, il y a eu cette nouvelle motivation du président de la République pour que tous les ministres sectoriels s'assurent de s'acquitter de leurs tâches. On va prendre la prochaine question de Alain Waikani de Al Jazeera. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous parlez des produits d'origine de nos pays voisins qui vont bientôt bénéficier, n'est-ce pas, avec le East Africa Community, les privilèges de venir chez nous. Mais s'il faut parler de produits d'origine, je me limite juste à l'Est, là où nous bénéficions plus, nous allons plus bénéficier de l'impact direct de notre intégration. Quels sont ces produits d'origine, mais aussi, est-ce que nos commerçants, nos hommes d'affaires, tous les difficultés telles que vous les énumérez très bien ici, qu'ils n'ont pas d'accès facilement, par exemple, comme les pays voisins, les systèmes bancaires ou accès à des crédits. Nous ne pouvons pas comparer que nous sommes sur le même pied d'égalité. Est-ce que vous ne craignez pas, en tant que gouvernement, je ne sais pas si vous avez pris langue avec les hommes d'affaires au niveau de l'Est pour savoir
si et comment ils accueillent, par exemple, cette décision de notre intégration. Bien sûr, ça se passe au niveau du gouvernement, mais avec des difficultés que nous avons dans la partie est du pays. Est-ce que ce n'est pas plutôt nos voisins qui vont bénéficier plus, qui risquent d'inonder? Prenons qu'un commerçant de Butembo qui achète généralement un produit, il a un contrat avec peut-être une usine de production au niveau de Nairobi, mais la même personne au niveau de Nairobi va se sentir libre aujourd'hui avec le privilège de notre intégration, de venir alors mettre les dépôts directement à Butembo. Est-ce qu'il y a des mesures dans ce sens-là qui protègent notre propre investissement d'abord? Mais aussi, deuxième question, peut-être sous-question, avec tout ce que nous connaissons à l'est du pays, je ne sais pas si c'est peut-être la population qui n'est pas informée, ou bien nous aussi ne sommes pas informés. Nous voyons chaque fois nos commerçants qui se battent difficilement à l'est, des camions qui sont brûlés tous les jours, mais dans tout ce que vous faites comme les rapports des conseils des ministres, nous n'avons jamais attendu des mesures quelconques que le gouvernement met en place pour peut-être assouplir un certain nombre de... Mais on voit un matin, peut-être les gouverneurs ou telle personne continuent toujours avec le rythme normal, c'est-à-dire le gouvernement continue à prélever ce qui est à prélever sur la tête des commerçants. Mais peut-être c'est la même personne qui vient de perdre 2 ou 3 camions il y a 2 ou 3 jours, brûlés par les ADF. Est-ce que ces choses-là, le gouvernement, ou alors que peut-être que nous ne sommes pas informés de ça? Alors, avant que mon collègue ne puisse répondre spécifiquement sur les sujets, j'ai reçu moi-même la semaine dernière M. Polycarpe Di Vito, qui est président de la FEC Béni, et il a été reçu à ma demande par mon collègue de la Défense, et je pense qu'il devrait être reçu par mon collègue des Finances. C'est juste pour vous dire que nous suivons de près ce qui se passe à Béni. C'est vrai que la situation à Rutshuru a occupé l'essentiel de regard, mais la situation à Béni est devenue encore inquiétante, surtout sur les axes où les trafics se font, parce qu'en moyenne, c'était peut-être 1 ou 2 camions par semaine, maintenant c'est 3, parfois c'est en plein jour, et donc nous avons discuté de ça avec le président de la FEC pour que des mesures soient prises, notamment au plan sécuritaire. C'est pourquoi il a été voir le ministre de la Défense, mais on envisage aussi des facilités économiques. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, dans l'un de nos conseils de ministres, le président de la République a parlé des mesures qui devaient être prises notamment pour favoriser les exportateurs de café, et c'est principalement dans cette zone-là qu'ils opèrent. Et donc, pour ce qui concerne cette partie du pays, les instructions du président de la République sont claires. C'est de dire que nous tous, comme membres du gouvernement, nous sommes assignés dans nos secteurs respectifs, de nous assurer que nous accordons une attention particulière dans les provinces sous état de siège. C'est justement parce qu'il y a ces opérations militaires qui s'accompagnent. Donc il faut ranger toutes ces attaques sur des camions, sur des convois, comme des représailles aux mesures justement ou aux opérations que nous menons. Et donc de ce point de vue, on peut rassurer la communauté des affaires de cette partie du pays que leurs préoccupations sont prises en charge, et je pense qu'à son retour, le président de la FEC pourra répartir avec des mesures, parce qu'il est notamment prévu de voir, et d'ailleurs le ministre de la Défense y a délégué le week-end dernier un conseiller militaire pour aller justement voir comment la situation se passe sur terrain et comment on peut prendre des mesures pour renforcer la sécurité. Monsieur le ministre, vous pouvez répondre à ça. Donc, le ministre de la Communication a répondu à la dernière préoccupation qui a été la vôtre. J'ai reçu le président de la FEC, Nord Kivu. J'ai échangé avec lui sur les questions qui relèvent de la facilitation du commerce, de la sécurité des marchandises, principalement. Et je crois que les éléments qui sont évoqués par les ministres de la Communication, je ne reviens pas là-dessus parce que tout a été dit. Il faut escorter les camionneurs, il faut sécuriser les camionneurs, il faut des mesures préférentielles pour les opérateurs économiques qui ont vu leurs camions très brûlés. La question est en train d'être suivie avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention au niveau du gouvernement, et on a des échanges interactifs avec eux à ce sujet. En ce qui concerne la question que vous avez soulevée relative aux produits d'origine, non, je n'ai pas de produits d'origine aussi bien de la RDC que de tous les pays africains. La préférence, les préférences que nous avons au niveau sous-régional, les préférences commerciales que nous avons au niveau sous-régional, au niveau africain, par rapport à la baisse, sinon à la suppression carrément de certains droits de douane pour certaines catégories de marchandises, bien sûr, il y a des produits d'exclusion.
qui ne sont pas concernés par cela. Les produits stratégiques de chaque pays sont généralement exclus de ce type d'approche. Non, là-dessus, ce sont les produits d'origine qui sont concernés, y compris les produits d'origine congolaise. Le café de Béni, il est d'origine congolaise. N'est-ce pas, cher ami? Vous avez le coltan, il est d'origine congolaise. Vous avez l'or aussi, qui est d'origine congolaise, pour ne parler que de ça. C'est vrai qu'on a à donner, à recevoir, mais le défi aujourd'hui est que nous soyons capables de profiter de ces vastes marchés en produisant de plus en plus et en diversifiant notre économie. C'est clair. Mais c'est pour cette raison que nous sommes là. Parce que le gouvernement, conscient de cela, a pris des mesures pour pouvoir réduire drastiquement, sérieusement d'ailleurs, le nombre de prélèvements dits arbitraires. C'est la première fois. Je suis économiste formé au pays, mais c'est la première fois qu'un gouvernement décide de pouvoir supprimer 14 taxes. C'est aussi la première fois dans ce pays qu'un gouvernement décide de s'engager vers le rabattement de 20 taxes. Mais c'est justement pour répondre à ces préoccupations, je l'ai indiqué à l'introduction, rendre notre économie compétitive, ça veut dire lui donner la possibilité d'attirer de plus en plus d'investissements des Congolais et de ceux qui veulent investir dans ce pays et de changer les paradigmes. Ça veut dire que, pour profiter de ces marchés-là. Donc je crois que de ce côté-là, le gouvernement prend à bras le corps les problèmes et les mesures sont prises presque tout le temps à cet effet. Vous avez dit, bon, les opérateurs économiques de certains pays bénéficient de beaucoup de fiscalité, l'accès au crédit est facile, l'accès à ceci, oui. Mais je l'ai indiqué en passant. J'ai dit, la fiscalité est un pan, mais un pan important dans la remise en selle de la compétitivité de notre économie. Mais aussi, le système bancaire est aussi un pan important. Et je pense que là-dessus, au niveau du pays, au niveau de nos institutions, un travail est fait. Aujourd'hui, si vous ne vous rendez pas compte, l'accès au crédit est de plus en plus facilité qu'il y a quelques années, même si des défis restent encore, en termes de garantie, en termes de taux d'intérêt, etc. Mais on peut admettre qu'il y a une évolution substantielle. L'inondation des marchés congolais, oui, mais c'est vrai. Mais nous disons que c'est le moment de travailler. Ce sont des défis qui se posent à nous. Nous devons inonder notre marché par notre propre production intérieure. Mais c'est pourquoi on y travaille. C'est pourquoi on est là d'ailleurs. On va prendre des mesures. On accorde des financements Voilà. à des jeunes entrepreneurs. Voilà. Voilà pourquoi on accorde des financements à des jeunes entrepreneurs pour qu'ils commencent aujourd'hui à progresser dans les activités pour en faire des millionnaires demain. Voilà. Donc je crois qu'on y travaille, mais ce sont des défis. L'avantage des défis, c'est que c'est exaltant de pouvoir les relever comme le gouvernement est en train de le faire aujourd'hui. Voilà, prochaine question, on va prendre Pichu Mulumba et puis ce sera Rachel Kitita et Dadi Songozo. Nous avons encore 20 minutes, donc si vous êtes bref dans vos questions, nous pourrons aller vers des réponses et permettre au maximum de journalistes de poser leurs questions. Merci beaucoup pour la parole, Excellence Monsieur le Ministre. Permettez-moi de plonger dans des questions d'actualité liées à la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Et je m'adresse ainsi au porte-parole du gouvernement pour savoir qu'est-ce que les émissaires du président Tshisekedi sont allés faire en Ouganda. Était-il vraiment important pour la RDC d'aller demander des pistes de solutions de Museveni par rapport à l'agression du Rwanda sous couvert de M23? Une dernière préoccupation, Kampala propose à Kinshasa de négocier avec les M23. Quelle est la position du gouvernement? Oh là là, il fallait bien s'y attendre. De toute façon, je crois que Monsieur le ministre du Commerce extérieur, il y aura un besoin de bien expliquer parce que le temps est fixé. Nous voulons commercer avec des pays qui ne nous regardent pas de la même manière qu'on le regarde. Il y a un besoin sur ces questions d'avoir des discussions plus approfondies parce qu'il y a certains qui doutent du bien fondé de notre adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. C'était une parenthèse. Alors, Pichu Mulumba, il faut restituer les choses telles qu'elles sont, dans leur contexte. Lorsque nous sommes partis à Luanda avec le président de la République, je pense 48 heures plus tôt, le président Museveni a contacté le président Tshisekedi pour lui demander
d'envoyer une délégation pour échanger avec lui sur la situation, évidemment, à l'Est, et pour que ces derniers proposent ces pistes de solutions. Donc, l'initiative d'aller à Kampala n'est pas une initiative qui est venue de Kinshasa. Et donc, le président Tshisekedi, pris par, justement d'abord par les discussions que nous devions avoir autour du président Lorenzo avec la partie rwandaise, de son parti au retour, il y a délégué le ministre des ITPR. Pourquoi? Parce que c'est avec lui que nous étions il y a quelques mois au niveau de Pondwe, en Ouganda, et à Bunagana chez nous, pour le lancement de travaux de la construction de la route. Il est parti parce qu'il y a justement des questions de ce type qui étaient au centre du sujet. Il est parti avec le chef de la maison militaire, le général Toumba, le général Rui Bassira, et avec, je pense, le directeur général de la Direction générale de migration. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, je vous épargne des détails parce que vous avez vu les images, ils ont été accueillis par un protocole particulier parce que directement l'audience était filmée, il y avait des médias et il y a eu la communication qui a été faite en son retour, au retour. Le président Museveni a donné son opinion sur le sujet qui n'est pas la nôtre. Nous, le principe, c'est ce qui est à Nairobi. Il faut que les M23 et tous ces suppôts retournent aux positions initiales. Nous, on n'a pas besoin de singulariser une quelconque forme de négociation, de discussion avec un groupe armé parce que nous avons commencé un processus politique à Nairobi qui implique tous les groupes armés. C'est en ce moment-là qu'un groupe s'est retiré pour faire ce qu'il fait. Et donc pour nous, quel que soit ce qui va nous être dit, notre position, elle ne change pas. Il faut quitter Bunagana parce que nous avons convenu d'un cessez-le-feu à Luanda. Et donc, pour le moment, nous nous en tenons à cela. Et quoi que l'on dise, avant toute progression, il faut que les M23 et les supplétifs et ceux qui les soutiennent quittent Bunagana. Ça, c'est une position claire. Et c'est la position qui a été réitérée au président Museveni. Et donc, il a donné ses avis qui ne sont pas les nôtres, suivant son prisme, mais pour nous, nous sommes fermes sur ces sujets-là. Voilà. Prochaine question, ce sera Rachel Kitita et puis ce sera M. Dadi Songozo. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la parole. J'ai deux petites questions, une question d'actualité aussi. D'abord au ministre du Commerce extérieur, en répondant à la question de mon confrère de Desk Echo, vous dites que la douane congolaise ne coûte pas cher, ce sont plutôt des taxes prélevées illicitement. Alors ma question est de savoir où en sommes-nous avec la mise en application de l'ordonnance du président de la République sur la fixation des services qui doivent fonctionner aux frontières de la République démocratique du Congo. Alors après la suppression de ces 14 taxes, il en reste 53 en RDC. Est-ce que les 53 taxes sont du fait de ces 4 services qui doivent travailler à la frontière, le service d'hygiène aux frontières, la DGM, la douane ainsi que l'OCC? La deuxième question, c'est en rapport avec l'importation. Ne va-t-elle pas importation sur la production locale? Est-ce que l'importation ne va-t-elle pas coûter moins cher que la production locale, alors que des pays occidentaux, comme vous le savez, prennent de plus en plus le patriotisme économique en renforçant leurs frontières économiques? Une question d'actualité sur la sortie médiatique de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda, parole du gouvernement qui accuse le gouvernement congolais de ne pas être en mesure de mobiliser les recettes à la hauteur de la République démocratique du Congo, mais également on parle de la situation de l'ex. Il vous indexe noir sur blanc que vous êtes à la base de la situation sécuritaire dans le pays en vous traitant des bandes déjusteurs. Je savais que vous reviendrez sur une question, madame. Ne voyez-vous pas que nous parlons des choses bien plus importantes? C'est aussi une question importante puisque c'est une question d'actualité. S'il vous plaît, madame, vous connaissez le principe ici, nous ne voulons pas aller dans la polémique ou dans l'individualisation, mais quoi qu'il en soit, je vous donnerai la réponse, mais ce sera à la fin. Parce que là, nous abordons, à mon avis, un sujet qui est crucial, qui peut permettre à la République démocratique du Congo d'accroître ses moyens d'investissement
de permettre d'assurer une productivité. Je pense question, mais au dernier Conseil de ministres, nous avons atteint le plafond de 4,2 milliards de réserves de change. Il faut nous poser la question. Nos chiffres, si vous les voulez, c'est des chiffres qui sont certifiés par le Fonds monétaire international avec lesquels nous travaillons au quotidien. Mais cela n'est pas l'objet du sujet pour le moment. J'y reviendrai à la fin pour permettre à mon collègue de répondre aux questions. Merci Rachel pour les différentes questions, préoccupations exprimées. Je n'ai pas dit que la douane congolaise coûtait moins cher. J'ai dit que la douane congolaise, les droits des douanes au Congo ne sont pas aussi chers qu'on imagine. Ils nous sommes dans la norme de l'Organisation mondiale du commerce. Mais le problème, c'est que les prélèvements administratifs, les prélèvements qu'on a qualifiés d'arbitraires, viennent de renforcer le poids de tout ce que l'opérateur économique paye à la douane. Mais pour les communs des mortels, quand il a dédouané son conteneur, quand il a dédouané sa voiture, le chiffre total, il dit, c'est la douane. Mais là, nous sommes en train de travailler dessus. On est rentré là-dedans pour dire, on élimine déjà 14. Et je peux vous dire ce que ça représente en termes de chiffres. Non, j'en arrive. Il faut commencer quelque part. On n'est pas millionnaire si on n'a pas déjà $1. Et si on a 999 999, on n'est pas millionnaire. Il faut commencer quelque part. Et je dis aussi que c'est une première qu'un gouvernement s'engage à supprimer les taxes. Ça, il faut noter. C'est une première, et 14, hein, pas une. C'est une première aussi qu'un gouvernement se décide de baisser les taux de 20. Ça nous fait 34. Plus de la moitié de ce qui existait déjà. C'est énorme. Et voilà, c'est ça qui faisait que celui qui a importé, eh ben, ça lui coûte très cher. Très cher. Et il dit, la douane coûte très cher au Congo. Ah ben oui, parce que lui n'a pas besoin de savoir si c'est la douane, si c'est l'OCC, si c'est l'hygiène aux frontières, si c'est des frais administratifs. Lui, ce n'est pas son problème. Lui, il a payé. Donc voilà pourquoi le gouvernement s'est engagé dans la voie de pouvoir normaliser la situation, rendre la fiscalité plus compétitive. Mais en plus de ce que nous faisons comme travail, nous avons fait comme travail au niveau spécialement du commerce extérieur, le ministre des Finances, avec ses services, travaille sur la réforme de la fiscalité. Mais le ministre du numérique aussi travaille parce qu'il faut digitaliser, être sûr voilà. que toutes les opérations Donc, sont contrôlées. vous avez, sous le leadership du président et la coordination du Premier ministre, un gouvernement qui est déterminé à résoudre ces problèmes récurrents qui a causé du tort à notre économie et qui a créé une inflation qui ne disparaît pas. La question parfois qu'on se pose, oh, mais attends, mais on achète ces poissons-là dans tel pays à tel prix. Mais qu'est-ce qui explique que, bien que le gouvernement ait pris telle mesure, les prix n'ont jamais baissé? Parce qu'en plus de ces prix d'achat-là, il y a cette panoplie de prélèvements qui chargent l'opérateur économique. Lui, l'opérateur économique a une tâche facile. Hein? Il le répercute sur le consommateur final. Point barre. Et c'est nous qui payons. Nous, les consommateurs, qui payons. Donc, je crois avoir répondu à la question. Donc, la douane qui appartient à tout ce qu'on a comme engagement africain, ben, il y a beaucoup de biens qui seront importés sans payer les droits des douanes. Hein? Mais la différence entre les nations, ça sera telle à telle autre taxe qui n'a rien à voir avec les droits des douanes et telle n'en a pas. Qui l'impose aux consommateurs, donc, qui impose aux importateurs et exportateurs, qui le répercute sur les consommateurs. Fixation des services que fonctionnent, oui. Il y a 4 services qui, d'après le décret du président de la République de l'époque, et sur lesquels le gouvernement est assis, d'ailleurs le ministre de la Communication a indiqué, qu'au cours de la dernière réunion du comité de suivi des réformes, Sur le climat des affaires. oui, du climat des affaires, pardon, présidé par le chef de l'État lui-même, un débat a été engagé sur le sujet. Et l'assignation a été, une fois de plus, celle du ministère du Commerce extérieur, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de
comment dire, plusieurs ministères sont concernés, plusieurs structures sont concernées. Mais la volonté du président et du gouvernement telle qu'il faut finalement que nous puissions avoir 4 services aux frontières. Maintenant, les taxes relèvent-ils de ces services? Mais non. Non. Les taxes, c'est une panoplie de taxes. Hein. Avec, si vous permettez que je regarde mon papier, mais vous n'avez pas moins de 20 services. Je crois que, Monsieur le ministre, on va s'organiser pour transmettre. OK. Et je souhaiterais qu'il y ait une note explicative dessus pour permettre la facilité de la compréhension de ces Voilà, questions. donc il y a autant de services qui sont concernés. Ce n'est pas les services qui sont censés être à la frontière pour éviter de tracasseries. Mais ces services ont la responsabilité d'être à la frontière. Voilà. On va prendre la prochaine je termine question. juste. Oui, allez-y, terminez. L'importation ne va-t-elle pas, les importations avec ces mesures, ne vont-elles pas coûter plus cher que la production intérieure? J'ai dit que les mesures que le gouvernement a prises, enfin les décisions prises par le gouvernement, ont l'avantage d'agir à la fois sur la politique de relance par la production, ou ce que les économistes disent par l'offre, et la relance par la consommation. Ça veut dire quoi? Lorsque nous avions toutes ces taxes-là, nous importions des intrants, des biens d'équipement, qui rentrent dans le processus de production intérieure. Je prends les brasseries, je prends les cimenteries. Mais lorsqu'ils importaient les intrants, ils étaient affectés par tous ces prélèvements. Maintenant, ces prélèvements ne vont pas impacter sur l'importation des inputs ou des machines. Ce qui fait qu'à l'intérieur, le prix des revient de ces produits vont baisser et naturellement, les prix des ventes ne vont pas subir des modifications profondes. Je vous donne un exemple simple en termes d'impact. Il y a une vignette, la vignette, comment on l'a appelé ça? La vignette fiscale qui a été proposée au niveau de la DGDA. L'impact de cette vignette fiscale, si elle était appliquée, si ces taux avaient été prélevés, pour l'abraliment, ça coûte 8 millions de dollars américains. Si on avait prélevé cette vignette-là, c'est 8 millions de dollars l'an. Mais 8 millions de dollars, c'est autant d'équipements pour l'abraliment. Mais au-delà, 8 millions de dollars répercutés sur les consommateurs, c'est le prix de la bière qui a augmenté, substantiellement. Donc, le produit intérieur va subir des ajustements intéressants aujourd'hui que hier. Les produits intérieurs, les produits qui, passez-moi la tautologie, les biens qui sont produits à l'intérieur, auraient dû connaître des ajustements à la hausse si ces prélèvements avaient été appliqués. C'est en fait ça les problèmes. Donc on gagne. Les producteurs gagnent, les consommateurs aussi gagnent quelque chose. Voilà un peu. Alors, renforcer la protection des frontières. Mais je suis protectionniste. Je pense que c'est de ça que vous voulez dire. Mais oui, mais comme vous savez très bien d'ailleurs, mais nous prenons des mesures protectionnistes pour protéger notre industrie locale, les cimenteries, les brassicoles, les producteurs de barres de fer. Savez-vous que, au nom du gouvernement, le ministre du Commerce a pris des mesures de restriction d'importation, des ciments gris, des barres de fer et des bières et boissons gazeuses. Et c'est ça qui a permis aujourd'hui à notre industrie d'accroître ses parts de marché en partant de sa production, de maintenir le personnel. Donc, là où nous avons un intérêt stratégique certain, parce que le pays a investi à travers les opérateurs économiques dans des domaines aussi importants, avec externalités positives ou effets multiplicateurs importants, le gouvernement prend ses responsabilités. Et nous sommes, comme beaucoup d'autres pays du monde, nous avons une intelligence économique qui permet de faire attention à tout cela. Et enfin, lorsqu'il a été décidé d'accorder des préférences par rapport aux droits des douanes dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, nous avons soustrait les produits d'exclusion.
on a soustrait quelques produits du bénéfice pour d'autres pays de ses préférences. Parce que si nous libéralisons ces produits-là, eh bien, face à la concurrence de certains pays, nous risquons de perdre certaines de nos industries. Et là-dessus, nous sommes très regardants. Voilà, merci. On va prendre les 3 dernières questions. Monsieur Dadi Songozo de TV5, ce sera Paul Matendo et puis on terminera en Lingala. Nous aurons un autre briefing sûrement mercredi. Et pour ceux qui n'auront pas posé de questions aujourd'hui, on commencera par vos briefings de mercredi. Allez-y, monsieur Songozo. Une petite question. Le gouvernement passe, se succède. Le projet de la construction du port en eau profonde de Banana. C'est un projet qui a suscité beaucoup d'espoir pour des Congolais. Tout le monde le sait. Des produits, des marchandises qui viennent de l'Europe transitent par le Congo-Brazzaville pour arriver en République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, les ministres du commerce extérieur peuvent nous dire où est-ce que nous en sommes avec ce projet-là et quel impact, parce que déjà vous réfléchissez, c'est vrai sur ce que vous allez faire au niveau interne pour essayer d'accroître les recettes et tout ça, mais aussi, pour le moment, les pays dépendent aussi de l'importation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'impact de ces projets? Rapidement, avant qu'ils ne prennent la parole, le ministre des Affaires foncières, Sakombi Molendo, était il y a 1 semaine ou 10 jours, je pense, à Mwanda pour indemniser, parce qu'il y avait un volet indemnisation sur les sites qui ont été répertoriés. C'est juste pour vous donner une indication que sur ces projets qui est transversal, les différentes composantes concernées sont activées pour le rendre effectif suivant le calendrier qui a été convenu avec la société qui devrait la construire, qui devrait construire le port. Monsieur le ministre, vous pouvez répondre. Les impacts, mais c'est clair. Il n'y a pas d'économie qui s'accélère sans connectivité physique adéquate. C'est très clair. Il est clair que, et les études ont démontré que l'existence en République démocratique du Congo d'un port en eau profonde coûterait moins cher en termes du coût d'importation, n'est-ce pas, que le fait de prendre les marchandises, par exemple à Pointe-Noire. C'est très clair. C'est pour cette raison que le gouvernement s'active là-dessus, mais il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi d'autres infrastructures routières qui nous permettent de nous connecter avec les autres pays avec lesquels nous commerçons le plus. Je prends le cas de la Zambie. Vous savez qu'aujourd'hui, entre la RDC et la Zambie, on importe comme on exporte. Nous, on a les meilleures routes. On a les meilleures routes. Et les problèmes sont au niveau de la Zambie. Il n'y a pas 3 semaines, nous avons un souci avec les exports et imports. TRAC, le véhicule qui nous amène des marchandises et ceux qui transportent nos produits d'exportation. Il y a eu un congestionnement de plus de 800 véhicules entre la Zambie et la RDC. Sur 25 km du côté de la RDC, sur 45 km du côté de la Zambie. Question, quel est le problème? Le problème, simplement, la Zambie, au jour d'aujourd'hui, ne dispose pas des meilleures infrastructures en termes de routes et de parking pour la fluidité du commerce. Alors que du côté de la RDC, la question est résolue. Donc il y a des domaines où on est le meilleur. Voilà, Paul Matendo. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre du Commerce, la Fédération des entreprises du Congo invite le gouvernement à effectuer une mission sur le terrain, notamment dans l'est du pays, en ce qui concerne des taxes illégales et des prélèvements opérés par l'ONAPAC, l'ex-Office national du café. Selon M. Bonongué, je le cite parce que j'ai un document officiel, et il estime que cette situation entraîne la détérioration du climat des affaires dans les secteurs agricoles. Est-ce que vous êtes au courant et quelles décisions vous prenez quant à ce? Monsieur le ministre des Médias, petite question. On va à Luanda, on revient avec 2 versions différentes. On va chez Museveni, on revient avec 2 versions différentes. Est-ce qu'on doit continuer à discuter avec
ces partenaires, s'il faut les appeler comme ça. Merci. Allez-y, Monsieur le ministre. Oui, donc la question de l'ONAPAC est une question qui a été prise en charge par les gouvernements, très clairement. Mais aussi, elle est prise en compte dans les mesures que nous avons prises. Pour considérer que nous avons pris en compte les préoccupations exprimées par la FEC, disons mieux les exportateurs de la partie Nord Kivu, vous avez une taxe qui est supprimée. Vous en avez une autre qui doit subir le rabattement de taux. C'est une réponse structurelle. La taxe qui est supprimée, c'est le frais de couverture de café à l'exportation via les ports de Mombasa et Dar es Salaam. Celle-là, elle est supprimée. Ce prélèvement est supprimé. Le deuxième prélèvement, c'est les certificats d'origine internationale. Là, les taux devront être baissés. Mais ce n'est pas le ministère du Commerce seul qui va décider de cela. Nous le ferons en interaction avec le ministère sectoriel, les services concernés, parce que c'est vrai, nous supprimons certaines taxes. Nous voulons que les taux d'autres taxes puissent baisser, mais nous devons veiller aux équilibres financiers nécessaires pour que la mission des services publics confiée à ces établissements publics puisse continuer à être exercée. Mais les décisions sont là. Pas de problème de ce côté-là. Voilà. Alors, sur la question, il faut faire la nuance. À Luanda, nous sommes dans un processus bilatéral. À Kampala, c'était une consultation. Un président qui est impliqué sur le sujet, parce que vous savez que nous parlons des sécurités, y compris avec l'Ouganda. Nos armées sont en opération conjointe. Il y a un projet de construction de route sur lequel nous travaillons, sur une partie de Beni, je pense, alors que du côté de Bunagana, c'est bloqué du fait de ce qui se passe. Donc il faut dissocier les deux processus. À Luanda, on a commencé un processus qui a fait suite à la médiation qui a été confiée au président Lorenzo dans le cadre de la CIRGL. Il y a eu évidemment cette forme de difficulté dans la compréhension de la feuille de route. Mais la feuille de route, c'est les premiers points sur lesquels les deux délégations vont débattre dans 2 jours. Parce que nos experts s'apprêtent à y aller, parce que vous savez que l'Angola a perdu le président Dos Santos et qu'ils observaient 8 jours de deuil national. Et donc c'est dans ces processus-là que les sujets seront abordés. De toute évidence, je répète ce que nous avions dit la dernière fois avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, nous sommes engagés sur 4 fronts. Le front militaire, le front diplomatique, le front médiatique et le front judiciaire. De toute évidence, toutes ces personnes qui décèdent sous l'emprise du Rwandais du M23, toutes ces mamans qui aujourd'hui vivent une situation humanitaire catastrophique, c'est des choses que nous ne pourrons jamais laisser impunies. Et donc, nous continuons le processus et nous sommes sûrs que dans les jours qui viennent, il y a le groupe d'experts des Nations Unies qui sont indépendants, feront un rapport clair qui établira de notre point de vue ce que nous disons depuis toujours, l'implication claire du Rwanda dans ce qui se passe. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes dans un processus évolutif. Nous, ce que nous voulons, et c'est le choix du président de la République depuis le premier jour de son mandat, c'est la paix. Il faut faire la paix, nous parlons d'économie, nous parlons des opportunités qu'il y a ici, et on a besoin de passer par cette case-là. Et nous espérons que cette crise sera la dernière, parce que nous avons dit, autant nous voulons la paix, autant si on veut nous imposer autre chose, nous sommes prêts à l'assumer. On va prendre la dernière question, celle des Zoulous en Lingala. Merci. Ministre Jean-Lucien Boussa, 3 biscuits, mais avant d'aller dans les biscuits, nous avons le ministre Patrick Mouyaya pour nous remercier pour la suspension participation à la briefing. La suspension depuis Ndolo, j'ai suspendu parce que nous avons l'implication. Merci, le long Sali Yves Bouya, un homme libre. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci. Pour nous avons dit matin, nous avons chaque temps à 9h. Nous avons mais aussi le bélo côté de l'émission. Mais nous avons dit, nous avons information, on s'impliquer Yves Bouya, à ce temps na banda lungwa. Merci. Avant d'opposer Mituna Nayo, j'espère que, au-delà de Makambo et Leki, qui est regrettable,
bah, confrère peut comprendre que ça ne sert à rien. Il y a des banaratina au commun des grands nengwana. Pour nous, Yves Bouya Borolobate, c'est un politicien. Ça s'est passé d'abord entre confrères. C'est pour ça que nous souhaitons que Bino de soutenir la démarche en cours pour tout ça le congrès à UNPC. Ce tout ça le congrès en l'équipe malamu. To binisi ba structure Yamakasi. Ce sont ces structures-là qui seront chargées de gérer les contentieux à journalistes. Et ça m'a bémingi pour na bino, pour na biso, de voir que les journalistes peuvent être traînés au tribunal Nengelekaki. J'espère que vraiment Bissonio soit. Ministre Jean-Lucien Boussa, on a quel côté moussous? Mais dans un secteur, on a foire internationale à Kinshasa. Première question. Dans un reportage, moi, samedi, l'équipe foire, je n'ai pas retrouvé la FIKIN. Trop de coups. Insécurité. Ministre Jean-Lucien Boussa a deux mandats sur les 3 ans de sous-souté dans la tête du ministère du Commerce extérieur. Est-ce qu'on peut faire rêver Bissoté, Ndeke Luke Zonga, Mwambe Zonga, dans la foire internationale à Kinshasa? On peut faire rêver Bissoté. Pour moi, dans la foire, il faut tout le combo. De deux, est-ce que FIKIN est un certificat d'enregistrement? Parce que la FIKIN est spoliée. Tiki Bandaku partout. Est-ce que c'est un certificat d'enregistrement? Pour nous, si ça, n'a qu'un centre commercial, centre international commercial, où il CCIZ, et pas Jessie Bazara Naraga. À quand un nouveau centre CCIZ pour les Logoma Fleuve Congo Hotel? Contrat peut tout y barater. Est-ce que c'est un ministère du Commerce extérieur? Merci. L'homme des biscuits. Merci Ndeko Zulu pour la mituna na yo. Ya liboso totiki niveau à rêve, tout comme en réalité. On a dit que sous l'impulsion du président, et je pèse bien mes mots, dès son entrée en fonction, a décidé que pour moderniser foire. Azaki na bitumba ya montage financier. Tout le bakaraté, mais surtout lobby et salema. Depuis semaine passée, Boulandaki na bilili na primature, na signé qui va encore, na entreprise Souma, une entreprise turque, pour moderniser l'espace Owana. 4 choses qui ont ça. Il y a un centre d'exposition, expo. Même modèle que les gens au Maroc, même modèle les gens au Sénégal, même modèle les gens au Congo-Brazzaville, puis dans Mboka Moussous. Et ça, c'est la même entreprise. Le coût 68 millions de dollars. Et ça, Ali Koukoumate. Le montage est bien fait, il est ficelé, les travaux vont commencer. Nakatiwana, parc d'attraction au Salama. Donc la deuxième phase du projet, tout on a parc d'attraction, un centre de conférence et puis un centre commercial. Il est aussi prévu un hôtel 5 étoiles. Mais on est au Banda, ils ont centre d'expo. C'est clair. Bah, quand tu doutes. Quand tu doutes, hein? Non, non. Nous allons comprendre, Bino. Nous allons comprendre, Bino. Mais, nous allons faire cette information, nous allons savoir où ils ont prévu. Où ils ont prévu Yangowana. Où ils ont sur 14 mois dans un premier temps, ils ont un centre d'expo. Je voudrais revenir sur le fait que le financement est là, l'entreprise est là, les travaux vont commencer. Tout coup dans la 2023. Tout sur là, ce sujet. Alors, certificat Zanango. Oui, certificat Zanango. Donc, on a Zalakan. Bao, Baspolia, Barosi. Désordre Zawana, Kalamingité. Bamabange Bandoko Yawana, Bazel Bandoko Yawana, Boula Bando Salmawana. De toute manière, au niveau de déjà Suizaki, direction générale à foire, dans le conseil d'administration, on a dégagé, quand on a foire, tout a DG, à niveau libre.
bon zoom la biso. Donc un travail est en train d'être fait. Et soyez rassurés que c'est vrai, ça fait très longtemps. C'est pour cette raison que je comprends votre sourire. Hein? Mais Et son regard. le président est très déterminé et l'accord est là, le financement est là. Pour la première phase, centre d'expo au sein de la FICIN. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Ah, mais centre commercial, non? Oui, oui. Au sein de la foire, nous allons construire un centre commercial. Parmi les projets dans la Kati. Bah, je ne Voilà. pas. Non, non, non. En tout cas, je ne voudrais pas mentir. Eux, ils ont concerné là. Ils ont FICIN. Merci. Voilà. Alors, je crois que... je crois qu'on a terminé et j'allais oublier la question de Madame Rachel. Madame Rachel, j'allais oublier votre question. D'abord, je pense que s'il y a bien une chose qui sévit bien en République démocratique du Congo, et c'est parfois même de trop, d'après certaines personnes, c'est la liberté d'expression. Donc tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Cela procède de la démocratie que tous nous voulons. Des deux, vous savez que nous n'allons jamais dans ces cas dans la singularisation. Mais parce que vous avez posé la question. Ce qui est excessif est insignifiant. Ce n'est pas en étalant ce qui s'apparente à des insultes, à de la calomnie, qu'on va proposer une alternative au peuple congolais. Les moments venus, nous serons prêts à débattre. Parce que vous avez noté l'une des différences principales de notre gouvernement et des autres gouvernements précédents. C'est le sens de redevabilité. Nous recevons des critiques au quotidien comme gouvernement. Les moments venus, nous débattrons. On saura qui ment, qui ne ment pas, la vérité de quel côté. De toute évidence, nous nous sommes engagés dans un changement de narratif. À la tête, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vous voyez les progrès qui sont accomplis. J'aurais voulu, Madame Rachel, que vous posiez des questions. Comment ça se fait, comment ça se passe, comment on a pu faire donner 30% de plus à tous les fonctionnaires de l'État. Ce sont des sujets qui nous intéressent, nous. Donc, j'aimerais bien qu'on commence à aller dans le fond des débats. Ce soir, nous avons fait un focus sur l'économie. Nous voudrons faire un focus, on fera un focus sur le tourisme mercredi et les conséquences de cette guerre sur notre écosystème. Et donc, comptez sur nous pour aller dans les fonds et toujours rester haut quand les autres feront le choix d'aller très bas. Monsieur le ministre, nous vous remercions. Merci. Protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo, toujours liboqué. Bomoko. Halte au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo, toujours liboqué. Bomoko. Halte au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo, toujours liboqué. Bomoko. Halte au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo, toujours liboqué. Bomoko.
Suivant la vision du chef de l'État et du gouvernement Samalou Kondé, Dr Yves Boukoulou, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, organise la première édition du concours national pour la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes, dénommé Comabos. Comabos vise à mettre à la disposition des jeunes entrepreneurs congolais des outils d'accompagnement pour contribuer à leur croissance et à la création d'emplois des jeunes. Il concerne les secteurs d'activité agroalimentaire, éthique, agriculture, transport à 2 ou 3 roues et le service. Cette première édition concerne les villes suivantes: Kinshasa, Matadi, Kikwit, Mbandaka, Kisangani, Goma, Kolwezi, Mbujimaï. Pour participer au concours Comabos, il faut être jeune de 18 ans à 35 ans, avoir une nationalité congolaise, avoir un business plan du projet en français. Du 8 au 22 juillet 2022, soumettez votre projet au concours national pour la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes ou contactez-nous à ces numéros. Comabos, c'est votre opportunité. C'est sûr. Passe, Archie. Il nous a tout là. Il va vous calmer. Vous allez Papa Manzombi, Bukakuna, non, Thomas Moussous. Eddie Manzombi, où est-ce que passe? Allez, Buka, twist, twist. Et c'est ça. N'a combattu loin. Merci. Rendez-vous rêve réel avec Winner Québec. Winner Dodo a déjà commencé. Au sommet des tickets d'ailleurs, 500 francs seulement par ligne. Gagnez 7 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de les prix commencent à partir des 2 numéros gagnés. À noter, les jackpots est progressif. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. Agissez sur tous les points de vente immobiliers en composant star 495 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Imaginez toutes les fois, une simple opération de paiement a dû vous casser la tête. Babouchou est pas et dehors vous avez un cancer de plafond. Alors que de chez vous, Pénard, ou au sein Masolo, paiement toute flexibilité et les shopping sans frontières. Imaginez ensuite, arrêtez d'imaginer et téléchargez l'application EcoBank mobile sur votre téléphone et emportez votre banque partout avec. Avec EcoBank Mobile, votre banque est désormais disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Consultez votre balance et générez votre carte bancaire virtuelle pour vos achats en ligne. Avec EcoBank Mobile, vous pouvez également offrir des cartes virtuelles à vos proches. C'est ce que vous attendez de votre banque. EcoBank Mobile, votre banque mobile. EcoBank, la banque panafricaine. Sukezela kinga bête kaka boina kwa wana kaka ko regretter soki ezali trop tard pour yo topesa bana na biso chance polobi ba regretter bandeko campagne ya vaccination contre polio oyo tobengi bukabuka to vaccine bana na biso ya ofele polobi to regretter bon attendant. Madame Francine Kankonde, cadre alerte NC3, institution, les enfants de la défunte Dimwangala Jacqueline, la famille Ntumba Kazadi Gilbert Chibangu, la grande famille Mbayi et les ressortissants du clan Bakwadichi ont la profonde douleur d'annoncer aux membres de famille, amis et connaissances la mort de leur oncle, père, frère Ntumba Kazadi Emery qui est décédé depuis
d'une courte maladie. Le deuil se tient en la... Recueillement en la salle KM, référence Station Plaza à Kinkole. Et le vendredi 15... Monsieur Gérard Moutombo, cadre à la RTNC, les familles Moulenfou Kembi Papi, Véro Moulenfou, Ernest Moulenfou et Madame Monique Kibwenge ont la profonde douleur d'annoncer aux membres de famille, amis et connaissances et surtout aux ressortissants de la mission catholique SOA de Kikwit et de Féchi le décès de leur oncle, papa, grand frère et époux, Monsieur Dona Moulenfou Kembi, retraité de la Métatelsat, décédé aux cliniques universitaires de Kinshasa des suites d'une courte maladie.